You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au sommaire, cette semaine, je vous présenterai une brochure qui rassemble les paroles des parents d'enfants vivant avec les VIH. Sous l'idée du centre hospitalier de Nantes, la brochure est disponible maintenant pour toutes et tous. Nous passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine préparées par notre Sarah. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également une Twitter VIH Radio, notre page Facebook Comité des familles. Mais aujourd'hui, je suis avec quelqu'un au téléphone. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et bonjour à tous. Bruno. Ça va. Un peu comme la dernière fois, hein, je suis dans ma voiture en train de déjeuner. C'est un plaisir de savoir à l'antenne parce que aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année de Vivre avec les VIH. Bien sûr, on sera toujours à l'antenne avec les diffusions sur notre site internet. Mais voilà, on termine cette année 2020 et je dirais que c'est une bonne chose. Oui. Oui, bah alors après c'est vrai que tu me connais, on commence à me connaître, c'est vrai que comme je loupe rarement une émission, donc je serai déjà dans l'attente de la prochaine édition de 2022, je crois, oui. Déjà. Oui. C'est vrai que quand on était au studio de Fréquence Paris Pluriel, effectivement, tu étais tout le temps. Est-ce que tu penses revenir l'année prochaine si on pourra revenir dans les studios? Oui, bah normalement je pourrais toujours essayer de m'arranger avec le créneau, on va dire je décale mon heure de repas et puis le boulot est fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je mange un petit peu décalé parce que pas dans mes heures d'habitude, là j'ai une heure de retard parce que j'ai commencé un peu plus tard et puis hier on était mercredi donc hier j'ai pas été, je suis pas allé bosser, je suis resté à la maison pour m'occuper des enfants, donc j'ai pris du retard et donc aujourd'hui je rattrape. Oui. Et dis-moi, est-ce que tu as un souhait que tu pourrais faire à nos auditeurs pour la nouvelle année 2021 ou bien quelque chose par rapport à cette année qui se termine et que c'était pas une année facile pour personne? Non, pas facile. Et puis apparemment on n'a pas encore tout vu. C'est vrai qu'il nous reste encore moins d'un mois, mais après c'est mon mot que je mets habituellement, donc santé et bonne humeur à tout le monde. C'est vrai que c'est mon mot que j'aime bien répéter. Parce que ça me résume et puis voilà, j'espère que ça peut résumer une ambiance pour les fêtes, pour après les fêtes. Donc j'aime bien dire ces deux mots, la santé et bonne humeur. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que on sait pas encore entre guillemets à quelle sauce on va être mangé pour la fête, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, hier mercredi, j'ai dû prendre un peu ma journée pour être avec les enfants parce que ils sont quand même pas mal excités parce que les fêtes arrivent, donc il y a beaucoup de chamaillards, beaucoup de chiens. Donc hier, j'ai eu la petite qui est revenue quand j'ai récupéré mardi soir, j'ai récupéré avec un au berloir. Donc j'ai pris la journée là pour qu'on aille voir le médecin, que tout va bien, mais c'est vrai qu'ils sont assez durs à tenir. Même toute la journée, hier j'ai eu les deux, c'est vrai qu'ils sont déjà la tête dans les fêtes et tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que moi j'avoue, je monopolise la parole hein. Vas-y, tu nous racontes ta vie. Je peux juste un petit peu léger. Moi c'est vrai que moi un peu comme tous les ans, là pour Noël, c'est prévu que je passe avec la belle famille. Parce que dans ma famille il n'y a pas trop de petits enfants,
Mais c'est vrai, j'attends quand même ce que va dire notre président. Je crois que c'est ce soir ou demain ou après-demain, parce que c'est vrai que pour moi, pour l'instant, j'ai juste confirmé l'invitation dans la belle famille. En plus, c'est pas à côté, c'est en Normandie. Et donc, si demain il y a changement, je risque de me retrouver à fêter Noël, plutôt moins avec mes 2 enfants. Donc, mais bon, je suis en attente de ce que va nous annoncer notre président pour la fin. Mais bon, je pense pas que on va avoir des bonnes nouvelles. Comme nos auditeurs maintenant, ils ont bien compris, on est en train d'enregistrer cette conversation avant les dernières informations par rapport à ce qui va se passer, des confinements au confinement. Au moment où nous enregistrons, nous savons toujours pas si on va être déconfiné ou pas. Écoute, Bruno, j'espère que tu pourras rejoindre la belle famille de Normandie quand même. Je croise les doigts parce que franchement c'est vrai que les nouvelles sont pas forcément bonnes, donc je croise les doigts. Après on verra. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu avancé. C'est vrai que on enregistre un petit peu avant, donc c'est vrai que je devance. Merci de le préciser. Il n'y a pas de souci. Alors Bruno, je souhaite à toi aussi une bonne fin d'année. Et ainsi que à tous nos auditeurs. On va commencer avec notre émission. Je t'ai dit à 2021. Oui, 2021. C'est vrai que j'essaie de suivre quand même aussi en parallèle ce qui se fait au comité. Donc je sais, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps, donc je sais plus trop s'il y a quelque chose qui est programmé pour les enfants au niveau de fin d'année. Mais je pense pas, mais bon. Nous sommes effectivement en pleine réflexion parce qu'on attend aussi un peu les nouvelles consignes. Oui, j'imagine. En tout cas, je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes et puis de vous retrouver tous en pleine forme pour la rentrée. Santé et bonne humeur. Et faire vraiment attention toutes les précautions à prendre. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer, même si au téléphone, du coup, c'est pas une vraie rencontre, Catherine Héry, psychologue en pédiatrie à Nantes. Et aujourd'hui, nous allons présenter une brochure qui s'appelle l'expérience de VIH, parents d'enfants atteints du VIH, expérience et témoignages. Du coup, dans cette brochure, ils sont recueillies les paroles des parents d'enfants qui vivent avec le VIH. Bonjour, Madame Héry. Bonjour, Christina. Bienvenue dans notre émission de Radio Vivre avec le VIH. Cette brochure, dès que nous l'avons reçue, on l'a trouvée tout de suite très attirante, très belle déjà, toute colorée. Et je me demandais, est-ce que vous avez eu l'idée de cette brochure? C'est vraiment dans votre expérience de travail de terrain que c'est venu? Oui, tout à fait. Voilà, et ça fait 15 années à peu près que je travaille dans une petite équipe à l'hôpital de Nantes en pédiatrie. Donc une équipe pluridisciplinaire composée donc d'un médecin, d'une infirmière puéricultrice, d'autres partenaires comme assistante sociale, diététicienne, et puis et donc moi en tant que psychologue, nous formons cette petite équipe auprès de l'enfant et sa famille dans les circonstances donc de la maladie du VIH. Et cette brochure vient, je dirais presque après un long travail en amont, car nous nous situons dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui forcément a pour objectif de soutenir l'enfant et le parent dans les soins, et en même temps notre travail dans cette petite équipe a été non seulement d'aider par nos fonctions différentes
l'enfant et sa famille, c'est-à-dire que le médecin accueille l'enfant et ses parents dans la circonstance du diagnostic et du traitement. L'infirmière aide l'enfant et sa famille à connaître ses problèmes au quotidien, c'est-à-dire comment il grandit, l'école, quelles questions il se pose, comment peut-on parler du virus à certains, ça dépend de l'âge de l'enfant, etc. Et puis moi j'accueillais l'enfant et parfois sa famille, mais plutôt l'enfant sur ce qu'il ressentait de ce passage à l'hôpital et comment lui parle de sa vie au quotidien. Et puis on a essayé plusieurs fois d'amener les parents et les enfants dans des groupes dits de travail. Et puis, on n'avait pas trop de réponses. Même si, à chaque fois, les parents disaient c'est une bonne idée que d'amener des réflexions, notamment sur le secret, on va dire. Voilà, on pourrait en effet évoquer ce secret ou de quelle manière on vit la vie de tous les jours avec parfois le poids de cette maladie. En tout cas, on avait bien une réponse des parents, mais ça qui était positive, mais c'était toujours très difficile d'avoir, je dirais, les parents présents, même si leur envie était là et quand on ouvrait l'atelier, il n'y avait pas un grand monde. Voilà. Et puis finalement, donc moi en tant que psychologue, je travaille avec des outils qui amènent à parler notamment les photolangages, qui sont justement des représentations, des photos et qui peuvent parler de ce que l'on ressent à travers cette photo de notre vie d'aujourd'hui. Ou alors, j'ai utilisé justement pour constituer le groupe un jeu de cartes qui s'appelle le langage des émotions, l'expression des besoins. Et j'ai réuni des personnes, adultes, parents, et qui pouvaient, je veux dire, dans un atelier programmé. Alors, je dis programmé parce qu'il a fallu que l'on accueille enfants et parents. Les enfants étaient accueillis dans leurs soins par le médecin et l'infirmière. Et nous, enfin en tant que psychologue et avec ma stagiaire psychologue et la secrétaire également qui est venue relever les paroles puisque, excusez-moi, mais nous n'avions pas envie, en tout cas moi je n'avais pas envie que les parents soient enregistrés. Vous voyez, je voulais que les parents parlent librement et près de moi, donc il y avait la stagiaire psychologue et la secrétaire qui se permettaient de relever texto les paroles des parents. Et en fait, ils nous ont fait tout de suite très confiance car ils nous connaissaient, les parents, depuis longtemps. Donc ils connaissaient, je dirais, l'équipe déjà. Alors ils ont accepté de se réunir, mais avec l'idée déjà au départ de parler de et si on témoignait pour laisser une trace aux autres. Vous voyez, en fait, l'idée du témoignage a été très forte parce qu'il y avait la volonté à aider ou à être solidaire d'autres personnes qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui n'osent pas dire ce qui se passe dans le quotidien avec leurs parents, avec leurs enfants, pardon. Oui. En tout cas, l'idée était de dire, moi, parent, voilà comment je me positionne dans ma vie de tous les jours avec mon enfant. Et devant tous les obstacles ou les questionnements que relève donc la vie avec mon enfant selon son âge, selon les circonstances de la vie, c'est-à-dire le voisinage, la famille, etc. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que les résultats qui a mené après à cette brochure, elle est presque même plus grand que les objectifs que vous vous êtes posés au début. C'est-à-dire, moi j'ai compris que cette brochure avait l'objectif en particulier d'ouvrir les dialogues en fait, tout simplement, mais aussi avec les médecins, avec sous l'annonce bien sûr la vie quotidienne, inspirer des ateliers d'éducation thérapeutique du patient et bien sûr parler à tout public.
Et là, vous dites que aussi, ça a développé une démarche vraiment de laisser une trace, un témoignage, d'ouvrir la parole pour qui a pas très envie, un peu peur de le faire. Du coup, c'est même plus, je trouve. Alors oui, vous avez raison. Alors je reparle d'ouvrir le dialogue parce que c'est cette première chose qui m'a semblé intéressante, c'est que même si nous avions programmé parfois des ateliers où il n'y avait pas, où c'était difficile d'y venir, car peut-être l'objectif pour les parents n'était pas si rassurant que cela, même si c'était des sujets très importants. En tout cas, là, c'était l'idée d'ouvrir un dialogue, mais non seulement de l'ouvrir, de créer, alors, par les témoignages, une brochure qui pourra aussi ouvrir le dialogue dans d'autres ateliers auprès de parents qui n'auront pas forcément témoigné, mais qui se serviront de cette brochure pour dire, tiens là, eh bien moi, je me reconnais dans ce que cette personne a dit à ce moment-là, dans cette brochure. C'est-à-dire utiliser la brochure comme une médiation par la suite. C'est ça qui m'a semblé très intéressante. Oui. Mais au départ, moi, ce qui m'est venu dans mon travail, c'était l'idée de la prévention, de maintenir le dialogue et de prévenir par la parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre la parole, on quitte le silence, eh bien, en effet, je reçois l'information nécessaire, je reçois les conseils nécessaires en éducation thérapeutique, mais dans cette équipe, je peux m'exprimer sur mon quotidien. Et mon quotidien ne ressemble peut-être pas forcément au quotidien de la personne en face, mais peut-être quand même fait écho avec ce que l'autre ressent et qu'il n'a jamais pu exprimer. En fait, on s'est retrouvé dans la constitution de groupe où le dialogue et l'échange étaient très fluides, mais quand même l'idée de laisser une trace de ce que eux avaient envie de dire, ça a été vraiment le moteur. Et je dirais cela très rapidement, puisque dans le premier groupe, une des personnes a dit mais comment vous allez appeler cette brochure? Alors j'ai dit oui, en effet, il faut quand même la nommer. Et lui a dit eh bien, et si on mettait l'expérience de vie, et il a souligné IE pour parler aussi de vie VIH. Et je trouvais que c'était très intéressant qu'il ouvre aussi cette brochure par ce titre. Tout à fait. Et à propos de ces groupes, ce sont des groupes de 8 personnes à la fois, je crois. Et vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à l'âge des enfants alors les âges des enfants sont différents. Ça peut être du tout petit à l'adolescent. Avant, je dirais qu'il sache que voilà, le soin se continue chez les adultes. Donc nous restons dans la pédiatrie à des âges qui peuvent être depuis la naissance, je dirais, jusqu'à l'âge de l'adolescent qui part vers sa vie d'adulte. Mais les parents en effet n'étaient pas entre guillemets réunis parce que ils avaient tous des petits ou tous des grands. Voilà, on a accueilli les parents d'enfants et justement qui avaient cette problématique-là. Et donc peu importe l'âge. Par contre, on a accueilli des parents qui pouvaient aider d'autres parents en disant quand nous on l'a su, suite au dépistage, voilà ce qui s'est passé. Quand on a commencé l'école ou quand on a commencé la garderie, etc. Donc chacun a parlé de l'évolution de l'enfant, enfin qui grandissait et puis qui devenait aussi adolescent avec ses questions. Donc chacun a pu parler de l'évolution, je dirais, du grandir de l'enfant, en sachant et en rappelant souvent que l'équipe qui était là, au sein de la pédiatrie, était un ancrage pour eux. Souvent, ils ont mis en avant la possibilité, s'il y avait une question, un tourment, d'appeler là, à l'hôpital, le médecin référent, l'infirmière, le psychologue, l'assistante sociale ou autres personnes qui pouvaient les aider, mais sachant que l'équipe est
était toujours présente pour répondre, soit par téléphone, soit dans l'animation de groupe. Alors l'animation de groupe, ça peut se faire avec le médecin et l'infirmière. Ça a souvent été ainsi quand il s'agissait de traitement, de prise d'observance, voilà, de la prise de ces médicaments qui sont parfois difficiles parce qu'il y a notamment des contraintes horaires. Enfin, et là, du coup, c'était un atelier, je dirais presque, d'information médicale, d'aide aux soins du côté médical. Et puis on travaillait toujours en binôme et avec par exemple soit le médecin, soit l'infirmière. On pouvait donc accueillir aussi des parents sur d'autres questions. Alors, pas forcément des questions du traitement, mais des questions de la vie d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais cette brochure, il faut qu'elle parle de moi parent et ma question d'aujourd'hui vis-à-vis de mon enfant. Et ça, c'était très intéressant et ça a été plutôt productif, je dirais, dans le sens où il y avait des échanges très libres. On a même été surpris et surprise parce que on s'attendait pas à ce que ça puisse se libérer aussi facilement. Et puis, eux savaient aussi qu'il y avait un temps donné et les parents étaient venus avec leur enfant, mais leur enfant était, je dirais, entre les mains, si je puis dire. Enfin, en tout cas, était accompagné par l'infirmière et le médecin à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait un autre atelier, si je puis dire, où là, on accueillait l'enfant et par le médecin et l'infirmière. Et nous accueillons les enfants du côté du psychologique, enfin de ce que ça représente comme charge émotionnelle, comme difficulté à vivre et comme difficulté à dire. Alors, en fait, j'avais l'expérience déjà dans un autre cadre d'accueillir des groupes, notamment des groupes d'adolescents, car il m'est arrivé plusieurs fois d'animer des temps d'écriture ou des temps de parole libre également, et notamment des temps où on pouvait témoigner sous la forme de narrativité de ce qui s'est passé de notre histoire et comment on voit notre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y avait dans ces temps d'échange une possibilité d'identification, mais aussi d'étayage. C'est-à-dire, ah tiens, celui-là me dit ça, je me reconnais, mais aussi il me porte par sa parole et par ses questions. Puis, dans les mouvements de ces groupes, j'avais pu remarquer que si quelqu'un commençait à parler de son histoire, en effet, l'autre pouvait être porté, mais aussi, il pouvait aussi rebondir et se réapproprier sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on pouvait voir dans ces ateliers comme une autonomie de la pensée, une autonomie du dire, une liberté de dire, et de se reconnaître finalement, je veux dire, malgré les contraintes extérieures, autonome et libre dans sa pensée, dans sa manière d'être. Et ça, c'était plutôt intéressant dans les groupes, quand on arrive à les amener, je veux dire, ce qui se passe dans le groupe, ce n'est pas parler, comment dire, moi je parle et puis je raconte, mais ce qui est intéressant, c'est la résonance de la parole de l'autre, qui va faire que cette résonance va nourrir la subjectivité, va pouvoir dire tiens, moi aussi je ressens ça, et puis se réapproprier ce que l'on ressent à travers la parole de l'autre, à travers l'étayage de l'autre, à travers évidemment la bienveillance, car nous avons pu même lors de la réalisation de cette brochure voir combien chacun était bienveillant. Alors, personne n'a à ce jour vu, enfin les parents n'ont pas vu la brochure, mais Guy Léade nous a vraiment soutenus, aidés pour la construction de l'élément brochure, c'est-à-dire du résultat, et en effet à respecter les couleurs, la richesse des images, et a mis en valeur, je pense, les éléments essentiels de ce qu'on a voulu traduire dans cette brochure pour aider d'autres parents,
d'autres familles et peut-être, je dirais, même les familles lointaines. Je veux dire, pas les familles touchés forcément par le VIH dans le sens où ils voient de loin, ils peuvent voir de loin, ou ils peuvent accueillir aussi des enfants ayant cette problématique et comment les parents peuvent parler autour de la vie quotidienne de l'enfant. Oui. Voilà. C'était ça, excusez-moi. Comme vous disiez, du coup, ce guide, comme je disais aussi en introduction, il y a toute cette couleur, les images, elle est très attirante. Je pense que vraiment traduit bien toutes ces discussions que vous avez eues. Mais on peut pas l'imaginer comme une guide, en fait, dans les sens. Ah, voilà. Il y a des questions grandes, j'imagine. À quel moment parler à l'enfant de la pathologie? Comment on fait à faire accepter à un enfant des médicaments s'ils se sentent bien et s'ils ne sont pas malades? Du coup, je ne m'attends pas à des réponses dans cette guide. C'est bien ça. Voilà, alors vous avez peut-être raison, un guide est là pour répondre à des questions et qui favorise en effet une aide forcément très utile, c'est-à-dire que même Gilead a fait déjà des petits fascicules et guides de par les questions et les réponses. Par exemple, une des questions le VIH, est-ce que c'est la même chose que le sida, et a pu répondre à ces questionnements, ou alors le préservatif est-il utile, enfin voilà, des questions d'ordre plutôt médical, mais aussi indispensable, forcément, pour comprendre et pour savoir se protéger et parler de cette maladie. Mais nous, on a justement quitté ce guide-là. Et il y en a de nombreux guides, il y en a même beaucoup qui ont été traduits et qui sont accessibles à tout le monde aujourd'hui, que ce soit petit et grand, dans le sens où maintenant on peut les trouver aussi sur Internet. Mais là, on ne trouvera pas l'expérience de vie telle qu'elle a été parlée, mais on ne saura que ces parents-là ont pu avoir ont pu ouvrir un dialogue qui presque n'est pas tout à fait possible, en tout cas dans la vie de tous les jours, avec les voisins, la famille. C'est pas toujours facile, d'ailleurs. Oui. C'est écrit là, même si c'est plus parlé. Au fond, osons-nous en parler, puisque tout de suite le regard de l'autre va être difficile à supporter dans une idée que l'autre va nous voir différents, va nous juger, voilà. Donc en effet, là, c'était de dire oui, les parents, vous pouvez parler de ce qui vous tracasse librement, et en effet, il n'y aura pas forcément alors de réponse à des questions, mais au moins de se dire, tiens, un autre parent qui va lire la brochure, mais moi aussi je me suis posé cette question, mais moi aussi j'ai eu ce réflexe-là, et moi aussi j'ai eu peur de parler à mon enfant de ce qu'il a, pourquoi on prend les médicaments, même s'il lui dit oui mais je me sens pas malade, qu'est-ce que c'est que ce virus-là, enfin voilà, aider forcément aussi de l'équipe en place à l'hôpital de Nantes où je travaille. Oui, j'imagine. Mais justement, vous avez cette expérience depuis 15 ans. J'imagine que vous avez vu quand même beaucoup changer les choses, parce qu'on sait très bien que maintenant, même une couple où les deux parents sont séropositifs, qui ont une charge virale indétectable, qui du coup ils prennent leurs médicaments et ils ne transmettent pas le virus à l'enfant. Oui. Du coup, j'imagine qu'il y a eu beaucoup moins des cas récemment. Du coup, vous avez plutôt affaire avec maintenant des adolescents. C'est bien oui, ça? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En effet, l'évolution du traitement, l'évolution de la parole autour de cette maladie, si je puis dire. Enfin, en tout cas, a fait que aujourd'hui, il y a plus de prévention médicale, plus d'informations, plus de conseils et moins peut-être de crainte, mais ce n'est pas si sûr que ça, puisque il est toujours
compliqué, même de préparer, je dirais, les médicaments dans la trousse de l'enfant qui part en vacances. Enfin, c'est toujours quand même des questionnements, alors qui restent assez silencieux. Et là, on a permis que le silence, laisse place à une parole. En effet. Voilà ce que je ressens moi quand je prépare la trousse de toilette de mon enfant dans laquelle je vais mettre son traitement, sa brosse à dents, et il va partager des vacances, par exemple en colonie avec d'autres enfants. Voilà ce que je peux lui dire, voilà ce que je peux lui recommander. Mais voyez, c'est vraiment alors on peut voir, en effet, on a pu voir et on peut voir l'évolution. Et aujourd'hui, en effet, il s'agit plutôt d'adolescents, mais il y a aussi toutes ces personnes qui viennent vers notre pays, évidemment, des migrations, voilà, des gens qui arrivent aujourd'hui pour trouver secours et qui se retrouvent avec des enfants en bas âge pour pouvoir être épaulés par nos services de soins, si vous voulez. Oui. Donc, en effet, du côté on peut dire que depuis longtemps, on les connaît, voilà, on va dire ça comme ça, on les a vus grandir, voilà, mais arrivent des personnes qui ont justement encore besoin d'aide et qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur, enfin, qui viennent, voilà, qui ont fait un parcours migratoire, ou voilà, ce sont des gens qu'on rencontre aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de positif ou du renforcement du lien parental qui peut naître avec cette annonce? Est-ce que vous avez remarqué que quand la relation c'est dans la sincérité et elle est ouverte, il y a quelque chose de positif qui se passe entre les parents et les enfants? Alors oui, il faut prendre, je dirais, en compte toute l'histoire et souvent l'annonce, qui est un moment, comme vous dites, difficile, remet en question des choses que l'on a plus ou moins enfouies. Donc c'est pourquoi l'annonce est difficile. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, alors il n'y a presque pas d'âge pour annoncer, mais il y a bien un âge pour le faire, bien sûr, suivant les questions de l'enfant et son souhait et le désir du parent d'annoncer quelque chose qui fait partie de son histoire et de sa vie d'aujourd'hui. Mais je dirais que malgré l'évolution, c'est toujours compliqué, car c'est toucher l'intimité de la personne, l'historique de ce qui s'est passé, et je pense que grâce peut-être là à l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire le fait que on accompagne parents et enfants ensemble dans cette situation, a pu ouvrir sur ou maintenir un dialogue depuis le début. Au début, voilà, on vient à l'hôpital pour parler de ce virus endormi. Puis, de quoi il s'agit? Quelles sont les questions de l'enfant et du parent à ce moment-là? Et je pense que là, c'est, en fait, il y a comme une coparentalité de par l'équipe qui va soutenir le parent dans sa parole. C'est-à-dire, on ne fera jamais à la place du parent, mais on soutiendra le parent dans sa parole pour annoncer les choses à l'enfant. On a un enfant qui vit dans la sphère familiale, et puis on a un enfant qui vit dehors, et on voit bien que parfois on nous parle de notre enfant en disant « Ah bon, il vous a parlé parce que à moi il ne dit rien » ou alors « Ah bon, il est sage alors qu'à la maison… » Vous voyez qu'il y a toujours dans la connaissance de son enfant quelque chose qu'on ne connaît pas qui se vit à l'extérieur. Mais voilà, je ne sais pas si ça répondait à cette fameuse annonce. En fait, ce que je souhaitais dire, c'est que l'annonce, elle ne se passe pas qu'à l'hôpital, et presque heureusement, mais elle est soutenue par le personnel médical. Vous voyez? Oui, tout à fait. Et est-ce que, là je passe de ma casquette de journaliste à celle de personnes qui travaillent dans une association ou des personnes qui vivent avec les VIH. On sait que les préjugés sont encore très très forts. Vous l'avez déjà dit tout le long de cette interview. Est-ce que vous aurez des suggestions pour nous aider à faire baisser aussi les préjugés chez les jeunes, c'est-à-dire de quelle manière on peut en parler aux personnes plus jeunes
pour qu'ils ne fassent pas des erreurs que les générations avant ont fait, l'exclusion des personnes. Oui. Je ne sais pas si c'est sorti parmi vos ateliers une question de ce type. En tout cas, les questions d'exclusion ont souvent été parlées et suivant, je dirais presque suivant la culture de la famille. Je dirais pas que une culture proprement dite, mais une culture dans la famille avec tout ce qui est traditionnel à cette famille, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Et c'est évidemment quand on est confronté à l'annonce, c'est souvent quelque chose que l'on va dire à l'enfant, c'est secret dans notre famille, pour ne pas le mettre en difficulté vis-à-vis évidemment de la famille même, c'est-à-dire voilà, quand il va voir ses cousins, etc., que les choses soient pour lui, en tout cas, dites dans le sens protection. Maintenant, il est nécessaire de parler et il est nécessaire de dire une vérité sur l'histoire de la famille et de l'enfant touché dans cette problématique du VIH, car on sait bien que ne rien dire enquiste toute la souffrance. Et l'idée d'accompagner l'enfant et la famille est là, je dirais presque grâce à l'éducation thérapeutique, où on met en place des ateliers différents. Et en fait aussi, on interroge les parents sur ce qu'ils souhaitent parler dans cet atelier. Alors comme je vous disais, les parents étaient encore très timides à venir dans ces ateliers pour rencontrer d'autres, et on a quand même mis parfois des questions qui étaient très sensibles, comme parler de la sexualité avec les adolescents, par exemple. Mais c'était quelque chose qui était vraiment un besoin, puisqu'ils disaient oui, ça c'est une bonne idée, mais quand ils étaient là, touchés à cette question, c'était presque une intrusion. Alors, finalement, on a réussi quand même à avoir des ateliers, à que chacun parle, en effet, dans ces ateliers. Mais là, le fait que, je vous dis, les gens ont été très sensibilisés à notre démarche de pouvoir partager à travers la brochure leurs questions de tous les jours. Et en effet, cette brochure, je dirais presque, elle va nous servir de médiation dans des groupes à nouveau, quand on va dire, tiens voilà, nous pouvons discuter autour du quotidien et de l'enfant, de comment vous voyez votre enfant aujourd'hui en tant que parent, qu'est-ce que comment vous pensez, la responsabilité, la protection, le secret, toutes ces questions, comment vous faites, et à travers cette brochure, voilà, d'autres ont parlé de ce mal-être ou de ce malaise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, là, il y aura comme d'abord parce qu'il y aura des gens qui auront parlé et qui, je veux dire, il s'agit d'une expérience. Quant à l'expérience de vie, je trouvais que c'était fantastique ce titre parce que, en effet, il s'agit bien d'une expérience. Et il ne s'agit pas d'essayer il ne s'agit pas de d'autres personnes qui essaient de comprendre, parce que voilà, on pourrait dire ça comme ça. Vous ne l'avez pas, comment vous pouvez comprendre voilà, ça pourrait être une question comme ça. Oui. Or là, il y a réellement des personnes qui ont vécu des souffrances, des mal-être ou un malaise et vis-à-vis de son enfant et vis-à-vis de l'annonce, etc. Donc là, ça pourrait être, je dirais presque un libre-échange à nouveau à travers, à l'aide de cette brochure, de ce que les parents ont dit. Oui. Voilà. On va vers la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché particulièrement, vous avez envie de nous dire qu'on n'a pas pu lire jusque-là? Alors, je remercie déjà tous les parents qui sont arrivés. Alors les groupes étaient plus petits que 8, car 8 c'est déjà beaucoup pour un temps de parole d'1 heure. C'est toujours difficile que chacun prenne la parole. Donc les groupes étaient de 3-4 personnes en général, et puis de façon à ce que chacun ait la parole. Et puis, c'était peut-être dans ce cadre plus intime que les choses se sont réalisées. On voit bien que dès qu'il y a beaucoup trop de monde, je dirais, ça peut être intimidant et voilà, c'était pas évident de parler d'exposer, je dirais, sa vie et ses questions. Mais ce qui a réuni ces gens, c'était que justement, ils étaient parents d'eux. Et là,
le parent d'une telle, le parent d'un tel. Donc, c'était déjà être parent. Voilà, je dirais que c'est ça qui a été mis en avant. C'est-à-dire, en effet, on parle d'une expérience de la maladie qui est à prendre en compte dans la réalité de la vie quotidienne, mais d'abord, je suis parent, et puis j'ai un enfant, et voir aussi, peut-être porter un regard sur l'enfant qu'il est, qu'il doit grandir avec ces questions comme tous les enfants. Et moi, en tant que parent, j'essaye d'y répondre comme tous les parents. Voilà. Je veux dire, ça m'était aussi peut-être dans ce mouvement, pas une stigmatisation, mais d'abord, je suis parent et lui, c'est mon enfant. Vous voyez, ça sortait un peu du domaine de je suis malade. En fait, on peut parler de cela, mais là, ça sortait d'abord, ça parlait d'être je suis parent. J'avais fait déjà l'expérience comme ça dans d'autres endroits. J'ai travaillé déjà un petit livre avec des adolescents justement sur leur expérience de la maladie. C'est eux qui parlaient. Et on a parlé justement de moi en tant que jeune adolescent et la maladie, comment j'ai vécu. Puis une fois que je suis à l'extérieur, comment je vis par rapport aux autres avec cette maladie. Vous voyez, enfin c'était c'est remettre le cœur du sujet, c'est-à-dire être acteur de sa vie déjà, être en autonomie aussi dans sa vie, puisqu'il y a des gens pour nous soutenir dans telle partie médicale comme une autre maladie, je dirais presque, et puis avoir envie de vivre tout simplement, parce que dans cette brochure on sentait, on a essayé, en tout cas, de relater exactement ce que les parents nous ont dit, enfin, on l'a fait, pour justement sentir la vie dans la brochure. La vie, et puis après on a évidemment grâce au laboratoire il y a eu les images, les couleurs aussi de la vie, voilà. On va dire ça comme ça. Oui. Et justement pour les personnes qui veulent la voir, qui voient cette brochure, bien sûr elle sera sur le site du comité des familles, mais où on la trouve? Alors pour l'instant, elle est en pleine, enfin elle était en train de naître, mais elle va naître ces jours-ci. Après, elle sera diffusée par le laboratoire, et puis elle sera sûrement entre les mains de tous les services hospitaliers qui auront à répondre de ces soins-là autour du VIH. En fait, et puis je dirais que les associations pourront alors peut-être en avoir eux-mêmes en les commandant pour justement aussi aider les gens qui viennent vous voir à ce sujet, puisqu'ils ont choisi une association qui pourra m'aider sur des questions et réponses à ce sujet. Donc voilà, pour l'instant en tout cas elle est en train de naître. Oui. Oui. Elle est en route. Elle est en route. Oui, elle est en route.
Amuna yeye, koma, samakosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne samakosa. Nika so. Mama ko, mama sa, mama kosa, mama ko, mama sa, mama kosa, mama ko, mama sa, mama kosa, mama ko, mama sa, mama kosa. Et c'est les moments des annonces du cœur.
Sur notre site internet, vous allez à l'onglet Annonces, vous pouvez vous enregistrer avec une adresse mail ou un compte Google, Facebook, Twitter. C'est très facile, très simple de s'enregistrer. Après, vous pourrez écrire votre annonce ou répondre aux annonces des personnes qui l'ont déjà écrit. Attention, toutes les annonces sont validées, du coup, ne soyez pas trop impatient que votre annonce soit validée. Ça va être quand même fait, on va tout lire et après valider. Si vous avez un souci, vous n'arrivez pas à écrire votre annonce, vous pouvez me contacter au 01 40 40 90 25 et je vous lis aujourd'hui quelques messages que j'ai trouvés sur les sites ces derniers temps. Je commence par une femme camerounaise de 36 ans, célibataire avec enfant. Je fais 1m58, 68 kg. Avec des formes généreuses, je réside en banlieue parisienne. Je recherche un homme, pas un garçon s'il vous plaît, 38-48 ans, responsable de se dire et se faire, ayant des enfants également, célibataire et en situation sérologique comme moi pour former une couple unis, soudés et réaliser nos projets ensemble. Je suis une personne joyeuse, pleine de joie, de vie, de rêves et indépendant. Rencontrer un homme vrai serait l'idéal. Alors, si tu te reconnais dans cette annonce, n'hésite pas. Cette annonce n'est pas pour des gamins. Et je continue. Salut, moi c'est Germaine, camerounaise, célibataire, sans enfant, j'ai 30 ans, je suis séropo. Je souhaite rencontrer un homme de mon statut pour relation fusionnelle. S'il vous plaît, je veux du sérieux. Salut, je suis Franck-Éric, 37 ans, d'origine africaine. Je vis à Paris, situation stable. Je cherche une relation sérieuse avec une femme sérieuse. Vie à deux si possible, fonder une famille avec enfants. Salut, je suis une jeune camerounaise vivant au Cameroun. J'ai 33 ans, mère célibataire. Pourquoi certaines personnes utilisent ce statut et ce site pour des fins vraiment pas nettes, par exemple arnaque, tromperie, prostitution, hommes comme les femmes? Où allons nous tourner pour trouver des personnes sincères, vraies? Je ne passe pas mon annonce pour des vendeurs d'illusions. Nous souffrons assez du regard des autres. Est-ce qu'il faut aussi qu'entre nous ce soit la désolation? Je ne fais pas de recherche pour le sexe ni pour l'argent, mais pour l'amour, le véritable, car où il y a l'amour entente, le reste vient aisément. Mais compte tenu du fait que même les personnes qui ont le même statut que moi sont encore à la recherche du sexe, je préfère d'abord me limiter à la recherche d'amitié. Et je termine par une dernière annonce. Bonjour, je suis une femme transgenre métisse d'origine africaine, 41 ans. Je vis à Paris. J'aimerais rencontrer un homme de 45 à 60 ans pour une relation sérieuse. Je fais 1m80. Et c'est tout pour les annonces du cœur d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur le site internet pour lire votre annonce ou pour lire vos réponses. À très bientôt. Alors, est-ce que l'Afrique subsaharienne est en rupture d'ARV à cause de la Covid-19 ? Bon, actuellement, la distribution des ARV baisse de 10 à 20% en Afrique subsaharienne. La principale raison, les mesures sanitaires strictes à cause de la pandémie de coronavirus. L'ONU-SIDA explique que les perturbations du transport aérien rendent difficile l'acheminement des traitements. Mais malgré ça, les États font attention à ne pas manquer de stock. Le confinement et la difficulté d'accès aux prescripteurs sont aussi problématiques pour avoir accès aux ARV. L'ONU-SIDA estime que la Covid-19 devrait être responsable de 123 000 à 293 000 infections par le VIH supplémentaires, mais aussi de 69 000 à 148 000 décès entre 2020 et 2022. L'élimination de l'épidémie d'ici 2030 semble être remise en cause. En tout cas, la santé n'est pas le seul secteur perturbé par la pandémie. L'économie est aussi fortement touchée. En effet, certains pays perdent des ressources touristiques à cause de la fermeture des frontières. Les calculs du FMI montrent que les pays émergents perdent 3% de leur PIB en 2020. La Banque mondiale, quant à elle, prévoit que 71 millions de personnes seront dans l'extrême pauvreté. Le docteur Simaga, qui est directeur du département de Fast Track de l'ONU-SIDA,
craint que si l'économie est autant touchée, financer la lutte contre le sida risque d'être compliqué. Alors le Fonds mondial débloque $1 milliard pour financer la lutte contre le VIH et la Covid-19. L'UNITAID finance 3 millions de doses de dexaméthasone aux pays à revenus faibles et intermédiaires et l'ANRS lance des programmes de recherche de Covid-19. Bon, heureusement, cette pandémie n'a pas que des conséquences négatives. Je cite, 80% des pays du Sud n'appliquaient pas la politique de prescription d'ARV pendant plusieurs mois. Maintenant, la prescription à 3 mois devient la norme dans les pays d'Afrique subsaharienne, expliqua le Dr Simaga. Les médecins libéraux auront-ils enfin le droit d'initier la PrEP ? Selon le ministre de la Santé, les médecins libéraux vont pouvoir initier directement un traitement préventif, la PrEP. Destiné aux séronégatifs, il permet d'éviter le risque d'infection par le VIH. Le Conseil d'État a été saisi d'un projet de décret permettant la primo-prescription de la PrEP par les médecins de ville dès le début 2021. Auparavant, les médecins traitants renouvelaient seulement l'ordonnance du traitement. Environ 30 000 personnes étaient sous PrEP en France en juin 2020. Suite à ce nombre, Olivier Véran déclare un infléchissement de la dynamique de diffusion de la PrEP du fait de la crise sanitaire. Il évoque aussi un accès au dépistage des IST et MST renforcé en permettant aux infirmières et aux sages-femmes d'en prescrire. Le Ségur de la Santé prévoyait 10 millions d'euros de financement pour des hébergements temporaires pour mieux accompagner les plus fragiles souffrant de maladies chroniques. Et dès le 1er décembre, 4 centres de santé sexuelle à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier développent une offre de santé sexuelle et un accès facilité au dépistage et au traitement. Alors, existerait-il maintenant un traitement plus adapté pour les enfants séropositifs ? L'UNITAID annonce un traitement moins cher et plus adapté pour les enfants séropositifs au VIH. Les pays en voie de développement disposeront de ce nouveau traitement grâce à un accord entre l'ONU-SIDA et la Clinton Health Access Initiative. 1,7 million d'enfants dans le monde sont séropositifs, mais que la moitié bénéficie d'un traitement. Chaque année, 100 000 enfants meurent. De nombreux enfants ne sont pas traités, notamment en raison du manque d'accès aux médicaments faciles à prendre. Ce nouveau traitement passe de 480 à 120 $ par an. L'accord avec les fabricants de génériques Viatris et Macleod réduit le prix du dolutegravir utilisé pour contenir le VIH. Ce composant du traitement passe de 400 $ à 36 $ maintenant. Désormais, le traitement pour les enfants est disponible au goût fraise sous forme de comprimés solubles, un format beaucoup plus accepté qu'un gros comprimé non soluble. Une avancée faite sur les traitements et la prévention du VIH va bouleverser les pratiques. Un nouveau rétroviral par injection tous les 2 mois pourra aider à prévenir le VIH. L'arrivée d'un autre rétroviral va changer la vie des personnes vivant avec le VIH. Il n'y aura plus de prise quotidienne de pilules. Des études montraient que cela pouvait aussi fonctionner comme prévention. À propos de la pilule de la PrEP, il y avait des incertitudes sur l'efficacité pour les femmes. Mais une étude démontrait que le cabotegravir, qui est l'antirétroviral injecté tous les 2 mois, prévient presque complètement l'infection du VIH chez les femmes. D'après un essai mené en Afrique du Sud, le risque de contamination au VIH était 9 fois inférieur avec une injection de cabotegravir qu'avec la prise quotidienne de PrEP. Dans une étude appelée LAT1, 98% des personnes sous traitement injectable pendant 1 an avaient maintenu une charge virale indétectable. EDSMAP avait précisé qu'une majorité de personnes participants ou participantes ont déclaré préférer le traitement injectable au traitement par voie orale. Mais maintenant, une autorisation de mise sur le marché de cette thérapie doit être approuvée par l'Agence européenne du médicament. Puis les États décideront ainsi des conditions d'accès, du prix et du niveau de remboursement. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, pour cette semaine et aussi pour l'année 2020. Rendez-vous en 2021. Vous pourrez retrouver les émissions en podcast, en rediffusion sur nos radios partenaires. Je vous souhaite une belle fin et je serai avec vous pour un bon début. À bientôt.